Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, soyez les bienvenus sur le stand des CHU cette année. Quelques mots, donc ce village des CHU, ce stand des CHU, il a pour thème les transitions. Transition post-Covid, on en a beaucoup entendu parler tout à l'heure, et à juste titre. Transition écologique, révolution numérique, voilà, tous ces grands basculements du 21e siècle et de l'époque. Le micro est menton parce que sinon... Et nous portons tous les trois, on aura l'occasion de le décliner sur chacun à notre façon et sur nos propres sous-thèmes, la conviction que dans cette époque de basculement, plus que jamais, les CHU doivent être soutenus, plus que jamais, ils doivent être financés, plus que jamais, il convient de s'appuyer sur eux pour rebâtir ces rôles nouveaux, que ce soit ce rôle sanitaire avec des crises qui se multiplient, que ce soit en matière de recherche médicale, que ce soit en matière d'innovation, que ce soit en matière de vitalisation de nos territoires. Alors, le programme, vous le verrez, il est très riche. Une demi-journée sera consacrée au CHU et l'international, une demi-journée à la recherche et l'innovation, une demi-journée au sujet de la transition écologique des CHU, on y était à l'instant, et puis une demi-journée sur nos différentes actualités. Les sujets du territoire seront évoqués, les sujets de la place du service. On aura un panorama important avec 21 tables rondes et beaucoup de ministres et secrétaires d'État qui nous feront l'honneur d'être présents. Alors on aura les assises fin d'année sous l'égide des doyens. Ce sera un moment important dans ce que l'on souhaite faire pour le CHU. Le thème, c'est quel modèle CHU pour demain. Et il y aura trois thèmes clés finalement centraux lors de ces assises. Le premier, c'est l'attractivité HU. Il en a été question tout à l'heure. Je me suis satisfait de l'entendre dans la bouche du président de la Fédération hospitalière de France. Il y a le thème du territoire, bien sûr, et puis le thème de la recherche. Alors, juste pour introduire le thème du territoire, et je laisserai les deux présidents compléter sur les points sur lesquels ils veulent insister. Sur le thème du territoire, on va finalement évoquer 2 ou 3 points clés. Le premier, c'est effectivement tout ce qui concerne la formation sur les territoires, l'intégration des UFR dans les territoires, l'association de la médecine générale et des libéraux à cette mission de formation, et finalement la question de l'accès aux soins, comment on implante, on irrigue les territoires, en commençant par le sujet de la formation. C'est évidemment un thème qui est tout à fait crucial. Deuxième sujet sur les territoires, c'est cette question de l'innovation en santé et de la souveraineté sanitaire. On voit bien que ce grand pays jacobin qu'est la France réaborde le sujet de sa réindustrialisation, le sujet de sa vitalisation économique par les territoires. C'est d'une France des territoires dont on parle aujourd'hui, contrairement à 58 où l'écosystème était très différent. Et sur le sujet de la souveraineté sanitaire, là aussi, on ne voit pas comment la France peut avancer sur sa souveraineté sanitaire sans une impulsion très puissante de ces institutions que sont les CHU. Et évidemment, cette question des territoires, elle nous amènera, et j'en terminerai par là, elle nous amènera au sujet de la place des collectivités demain dans l'action des CHU, dans leur financement. On tourne autour de ce sujet depuis 5-6 ans finalement, et nos assises essaieront de formuler des propositions concrètes sur ce point. Voilà. Je transmets la parole à Rémi Salomon. Merci Philippe El-Saïr pour cette première introduction. Donc on a choisi les trois conférences de se partager pour ce propos introductif les 3 axes majeurs. Donc Philippe El-Saïr vient d'évoquer le sujet du territoire. Je vais dire 2 mots rapides sur la recherche et Benoît terminera avec l'attractivité. Je reprends juste, on cite souvent quand on parle des CHU le père fondateur Robert Debré, et je reprends une phrase de Robert Debré: vous ne pouvez pas entraîner vers une discipline ou une carrière l'élite de vos jeunes s'il n'y a pas l'appât de la recherche. Vous le savez, la curiosité de la recherche, le goût de la recherche constitue un moteur d'une très grande puissance pour les esprits éveillés. Donc oui, Benoît va reprendre sur l'attractivité. L'attractivité, ça passe essentiellement beaucoup par la recherche. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Et c'est vrai pour l'ensemble des professionnels. C'est vrai pour les médecins hospitalo-universitaires, mais c'est vrai aussi pour les praticiens hospitaliers. C'est vrai pour toutes les professions paramédicales. C'est pour l'ensemble des soignants. Et je pense qu'il est important de garder aujourd'hui
malgré les difficultés que l'on a au quotidien à faire fonctionner nos services, on parle de cette crise qui n'en finit pas, de garder quand même cette perspective et d'être, je pense qu'on peut rester fier de ce que font les CHU dans le domaine de la recherche et de l'innovation. On fait de très belles choses et on a, y compris pendant la période Covid, fait des choses magnifiques. Donc ça, c'est vraiment un moteur très puissant. Il faut absolument le préserver et c'est vrai que l'on a parfois des inquiétudes. Alors la première inquiétude, c'est le fait d'avoir des difficultés à prendre en charge les patients. La recherche dont on parle, c'est une recherche clinique qui est fondée sur le soin. Et c'est vrai que quand les services fonctionnent moins bien, c'est la recherche aussi qui en pâtit. Mais c'est aussi d'autres inquiétudes, et pour dire les choses, sur par exemple le financement des programmes PHRC. Il y a actuellement des inquiétudes, des rumeurs ou des bruits qui circulent selon lesquels le PHRC ne serait plus sous l'égide de la DGOS. Ce qui nous inquiète, car la recherche dont on parle, je l'ai dit, c'est la recherche clinique, elle est essentiellement fondée proche du soin, c'est une politique de site. Il faut, pour faire de la recherche clinique, être proche du soin, être proche des patients, avoir des professionnels aguerris à la recherche clinique. Et si le financement passe sous d'autres tutelles, notre crainte est que nous perdions cette proximité et cette efficacité de la recherche clinique qui est assez unique. Je me souviens, quand on voyage aux États-Unis, ils nous envient cette qualité de la recherche clinique qu'on a en France et qui est justement liée à cette proximité. Et ça vient du père fondateur Robert Debré, aussi, qui avait compris qu'il fallait mettre au même endroit des gens qui font à la fois du soin et de la recherche. Peut-être, pour pas être trop long, juste deux choses. Aujourd'hui, les données numériques sont un des éléments qui prend de plus en plus de place dans tous les éléments, dans tous les fonctionnements de l'hôpital, mais aussi dans la recherche. Ce sont les entrepôts de données de santé. Et je pense qu'il faut qu'on soit bien conscient de ce que l'on peut faire avec les entrepôts de données de santé. C'est aussi une culture du partage des données. L'idée qu'on puisse éventuellement mettre en réseau les CHU est une idée, à mon avis, intéressante, qu'il faut qu'on creuse. L'idée qu'on puisse partager les données aussi avec la ville, avec le reste du territoire, et que ce ne soit pas uniquement des données centrées, hospitalo-centrées. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est à la porte, techniquement parlant, de la possibilité de mettre en réseau toutes ces bases de données. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit au rendez-vous. Il y a beaucoup de partenariats avec le privé qui est fait. Je pense que c'est utile, car le public ne peut pas tout faire, mais il faut être vigilant. Il y a quand même dans le service public des ressources qui nous permettent de faire très bien dans ce domaine-là, mais il faut vraiment qu'on soit attentif à ça. Et puis pour terminer, et là aussi je rementionne Robert Debré qui parlait de la dernière étape de sa réforme qu'il n'avait pas eu le temps de faire, celle de la santé publique. On en parle souvent, on parle de la prévention, on parle de la recherche en soins primaires. Je pense qu'elle concerne aussi le CHU. Et c'était l'idée de Robert Debré, d'ouvrir le CHU sur le territoire. Et donc, Philippe vient d'en parler, le territoire. C'est aussi la capacité de faire de la recherche avec le territoire, avec les différents acteurs de santé, avec les acteurs du soin primaire. Je pense que cette idée-là, elle doit faire son chemin. L'essentiel reste à faire. Si on ne prend pas le tournant après cette crise sanitaire, le taureau par les cornes pour vraiment promouvoir la recherche en santé publique, je pense qu'on aura vraiment manqué quelque chose. Donc ça reste devant nous. Ça, je pense que c'est ensemble qu'on le fera bien. Et pour terminer, la recherche, ça concerne la question de la gouvernance. Elle nécessite effectivement un bon partenariat entre le directeur administratif, le représentant de la communauté médicale PCME et le doyen à qui je passe la parole. Merci Rémi. Il marche le micro ? Peut-être ce micro marche mieux. Merci Rémi. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, les DG, les PCME, les doyens ont décidé de porter ensemble 3 axes majeurs qui vous ont été exprimés. Le soutien à la recherche, pas de médecine de demain sans la recherche, et une vigilance toute particulière pour la recherche clinique qu'il nous faut protéger, qu'il nous faut intensifier. La place du CHU et de l'UFR dans son territoire, M. El Saïr en a parlé, et l'UFR dans le territoire, c'est aussi sa mission d'irriguer en professionnels de santé pour l'ensemble de la subdivision qu'il a sous sa responsabilité. Des modèles existent, il faut y penser, il faut les développer, il faut probablement trouver territoire par territoire
le modèle peut-être d'universitarisation territoriale qui sera le plus attractif pour nos jeunes pour aller s'installer dans nos régions. Et puis, il faut parler de l'attractivité hospitalo-universitaire, l'attractivité des carrières. En effet, on est à la croisée des chemins. Ça a été dit, en 1958, il y a eu une rupture dans le fonctionnement des hôpitaux avec la création des CHU et ce modèle très particulier qui est le modèle hospitalo-universitaire. C'est une rupture que le monde entier nous a enviée, qu'on nous envie encore. Les CHU sont demandés à l'international et pourtant on sent que le modèle là est en difficulté. Il nous faut donc le relire, le revisiter et lui redonner des éléments d'attractivité qui permettront à nos jeunes de se lancer à notre suite dans ces carrières hospitalo-universitaires. Il y a des pistes, mais il y a des choses importantes à faire, sans quoi le modèle va rentrer en apoptose et pas d'HU, pas de CHU. Et donc voilà, on a un défi à relever et on compte le relever dans les mois et les années qui viennent, les mois. Et donc je vous donne rendez-vous aux assises hospitalo-universitaires de décembre, qui se tiendront le 14 et 15 décembre au Palais des Congrès de la ville de Versailles, où le thème est le modèle hospitalo-universitaire de demain, et où on va décliner tout ce qu'on peut proposer pour relooker, redynamiser ce modèle, afin qu'il soit attractif et qu'il continue à porter la médecine telle qu'il l'a fait sur les 50 dernières années. Voilà, je ne peux pas finir mon propos sans vous dire mon émotion suite à ce qui s'est passé hier soir à Reims. Une violence vis-à-vis de soignants est totalement inacceptable. Il faut bannir, bien sûr, totalement cela de notre fonctionnement. C'est inacceptable, il n'y a pas d'autre mot. Les mots manquent même pour exprimer l'émotion. Et je crois que c'est important quand même de dire que nous partageons une émotion très forte face à ce type de drame. Alors je crois qu'on est maintenant disponible pour vos questions, si vous en avez. Et je l'espère. Notre micro, laisse celui-là à la tribune, on va passer à vous. D'accord. Ouais, je vois une certaine habitude. Bonjour, Pierre Michel, je suis le PCME du CHU de Rouen. C'est une question peut-être non préparée, mais peut-être intéressée. L'universitarisation des territoires, c'est un beau slogan. Quand on cherche à la mettre en place en pratique, on se heurte non pas à des obstacles locaux ni régionaux, mais plutôt à des obstacles nationaux. Je veux dire par là que obtenir des financements d'agglomérations, de régions pour universitariser, l'obstacle n'est pas loco-régional. L'obstacle, il est, et tu pourras peut-être le décliner, je ne voudrais pas te mettre mal à l'aise, quelquefois national, parce que la difficulté est d'arriver à une pseudo-création de nouveaux postes universitaires qui sont contrôlés en nombre global au niveau de l'ensemble de la nation. Merci Pierre pour cette question. Alors effectivement, il faut d'abord commencer par trouver des budgets, mais ce n'est pas forcément le plus difficile parce que nos collectivités territoriales ont un intérêt immense à nous aider à irriguer le territoire en jeunes professionnels et ils ont bien compris que le label universitaire était attractif. Il faut, et c'est assez faisable, avoir des postes contractuels, mais la difficulté vient quand on va chercher des postes de titulaires où là, on augmente le plafond des emplois des enseignants hospitalo-universitaires et où effectivement, il faut arriver à convaincre le ministère de l'Enseignement supérieur que c'est intéressant, que c'est faisable, que ces postes ne sont pas des créations cachées qu'ils vont récupérer dans quelques années, mais qu'on va les assumer. Et donc, il faut un montage précis et on a réussi à Rouen. Bon, le modèle n'est pas complètement stabilisé. On va continuer à porter cela auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, absolument. Je trouve que c'est une des grandes questions
qui se pose en fait. C'est-à-dire que dans ce pays qui n'est plus tout à fait jacobin, mais qui n'a pas basculé dans autre chose, on voit bien qu'il y a des éléments de mise en cohérence qu'il faut arriver à créer. En 58, il n'y avait pas 32 CHU. Aujourd'hui, on a des CHU qui irriguent le territoire et l'outre-mer. En 58, les métropoles n'existaient pas. Je veux dire, c'était Paris et le désert français. Tout ça, ça a bougé, et ça a aussi bougé dans le bon sens. La question qui se pose, en effet, c'est est-ce qu'on reste dans le plafond de verre des emplois du Messri, assez intangible quand même, chose par-ci par-là, mais enfin, c'est pas avec ça qu'on va faire bouger fondamentalement les lignes, alors que les besoins sont croissants, alors que le nombre d'étudiants est croissant, alors que la recherche est maintenant plongée dans une compétition internationale qui n'a pas d'équivalent, dans l'ISA. Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on approfondisse ce sujet, c'est à un moment donné comment on redéfinit les choses et quelle place officielle, pensée on imagine pour nos grandes collectivités territoriales sur ces sujets. Et juste un mot sur le territoire, on sent, enfin, il y a aujourd'hui, c'est une réalité, une demande d'un certain nombre de gros CH de devenir CHU. À notre avis, enfin, je pense qu'on partage, l'idée de multiplier le nombre de CHU n'est pas forcément la meilleure qui soit, dans la mesure où on risque de disperser les forces, alors que la force du CHU, c'est quand même sa taille. Je reprends donc l'idée du réseau, parce que je pense que la meilleure manière de répondre à la demande, c'est plutôt celle du réseau, plutôt que le morcellement et la multiplication des CHU. Mais il faut être capable de le faire. C'est vrai qu'à certains endroits, probablement, et c'est probablement aussi notre culture, hein, de ne pas être trop dans le partage et dans l'échange. Et je pense qu'on sera plus fort si on arrive à le faire, à se mettre en réseau pour constituer, par exemple, dans le domaine de la recherche, des cohortes nettement plus importantes. Et je fais le parallèle, et je me tourne vers Pierre Michel, parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment. En oncologie, les CLCC ont un réseau Unicancer qui marche bien. Et ils sont capables de faire des protocoles, de les partager, etc. Ce que les CHU ne font pas. Et donc on aurait tout intérêt à être capable de se mettre ensemble pour être plus fort. Et ce faisant, inclure aussi des grands CH qui ont des patients, qui ont des capacités à faire, et si on les aujourd'hui, le numérique, et je reviens sur mon propos de tout à l'heure, le numérique techniquement nous permet de partager beaucoup plus facilement qu'auparavant les données. Alors il y a des règles, elles sont contraignantes et c'est normal, le RGPD, la CNIL, etc. Mais il faut être capable de franchir ce saut réglementaire pour ensuite, il y a à mon avis, ces deux obstacles. L'obstacle réglementaire, et puis l'obstacle culturel aussi. Je pense qu'il faut qu'on arrive à franchir les deux. Oui, bonjour, Thomas Keguiner, Spi Media. Juste toujours sur l'histoire des CH qui veulent devenir CHU, les élus locaux, ils voient quand même derrière le label, l'acronyme CHU, le moyen de fidéliser des internes sur leur territoire. Et alors, ils pensent bien ou ils pensent pas bien. Enfin, voilà, concrètement, pour eux, le seul moyen de faire venir réellement les internes, c'est l'acronyme CHU. Et après, à partir de là, ils resteront, la plupart, sur le territoire où ils ont été formés. C'est malheureusement un raccourci. C'est pas si simple. Sinon, il n'y aurait pas de difficulté, en fait, puisque les CHU maillent déjà la France. Non, il faut absolument qu'on travaille sur l'universitarisation territoriale avec des antennes qui vont attirer des jeunes, mais avec des collègues qui vont aller, en étant professeurs associés, voire titulaires dans un certain nombre d'hôpitaux, qui vont aller attirer des équipes, les structurer, et puis travailler aussi, comme on l'a dit, en réseau de recherche. Mais pour être un CHU, ça veut dire une faculté, une université, une faculté de médecine et de la recherche. Et il ne faut pas oublier ces deux composantes majeures au-delà de l'hôpital. Il y a l'hôpital, l'enseignement et la recherche. Et pour ça, il faut des masses critiques suffisantes. Et donc, ce n'est pas en saupoudrant partout, dans toutes les petites villes, le label CHU, qu'on arrivera à avoir des masses critiques suffisantes qui nous permettront de répondre aux défis de demain.
défi de l'excellence de la médecine, défi de la formation, et je peux vous dire qu'il est quand même pas simple à l'heure actuelle, et puis défi de la recherche, et ça a été dit, il y a une compétition internationale qui est majeure, et qu'on doit relever, et donc cette masse critique, elle doit être quand même concentrée dans un CHU, mais ce CHU a aussi pour mission d'irriguer, de rayonner autour de lui, et d'être capable d'implanter des jeunes au-delà de son pourtour immédiat du CHU. Voilà. Et donc, à mon sens, je le dis très clairement, la solution ne passera pas par la multiplication des CHU, mais passera bien par l'universitarisation territoriale, ce qui n'est pas la même chose. Juste redire un mot sur la formation, parce que c'est quand même le sujet probablement le plus important aujourd'hui quand on voit les problèmes de démographie médicale, et votre question est tout à fait pertinente. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est plus difficile d'attirer les jeunes professionnels, et donc il faut impérativement que le CHU puisse aller jusqu'à ces endroits-là. Parce que c'est vrai que on a beaucoup plus tendance à s'installer quand on fait, si c'est de la médecine de ville, à l'endroit où on s'est formé ou proche de l'endroit où on s'est formé. Ou en tout cas, il faut qu'on garde un lien entre le CHU, l'endroit où on a suivi les cours théoriques, et les lieux de la pratique. Le lien, il doit être vraiment organique, permanent, et c'est probablement ce qu'on doit faire plus. Oui, je pense qu'on est vraiment tous les trois en ligne là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit bien que les injonctions qui sont adressées au CHU, la demande qui est adressée au CHU, elle est très forte et elle est plus forte que par le passé. Sur les aspects recherche, on a ce débat sur comment on prolonge ce soft power à la française qui a été l'excellence médicale française via le CHU. Et c'est une des grandes réussites de la réforme Debré. On en est les dépositaires et donc on doit y compris se projeter dans un système beaucoup plus compétitif pour se dire comment parvenir à relever le défi. De la même façon, effectivement, la demande de la population qui nous est adressée en termes d'accès aux soins, elle est nouvelle parce que le pays a changé, parce que il y a un certain nombre de contraintes qui sont différentes, parce que la population a vieilli, parce qu'il y a plus de pathologies chroniques, etc., etc. Mais on doit être capable de répondre à ce sujet de la proximité, au fond, ce que Benoît appelle l'universitarisation des territoires, comment on amène en proximité de la recherche clinique, ou comment on amène des internes, comment on amène des enseignants-chercheurs, mais sans affaiblir le cœur du CHU qui, lui, nécessite une concentration sur un certain nombre de sujets qui ne peuvent être travaillés qu'en équipe et qu'en ayant des équipes fortes et nombreuses. Et donc il y a un contresens. On comprend bien la question, elle est légitime sur l'accès aux soins, la médicalisation des territoires, mais il y a un contresens, selon nous, à y répondre par une multiplication des CHU. On a 32 CHU en France, c'est un maillage qui est important. Il faut le faire vivre et il faut permettre à ces CHU de rayonner, y compris pour irriguer suffisamment leur territoire. Bonjour, Joël Bouet, je suis associée chez Accenture, j'ai un grand passé dans la santé. Comment vous passez de l'intention à la réalisation? Parce que rayonner dans tout le territoire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Aujourd'hui, ça a des enjeux encore plus forts qu'avant, notamment pour la formation, pour l'attractivité. La recherche, ça se joue au niveau international, comme vous l'avez dit. Mais comment on passe à la réalité? C'est pas qu'un problème de financement, c'est un problème d'entente aussi entre les équipes. Donc, dites-nous tout. Merci beaucoup de nous obliger à rentrer dans le détail du sujet. Il existe différents modèles. Il n'existe pas un modèle unique. Et je crois que chaque territoire doit d'ailleurs travailler sur son modèle. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Montpellier-Nîmes, où il y a 2 CHU et une seule faculté. On peut prendre un certain nombre d'exemples où les chefs de clinique en médecine générale irriguent le territoire et sont financés par les ARS. On peut prendre l'exemple d'un certain nombre de situations où des professeurs associés sont nommés pour une période déterminée et où ils vont, dans un hôpital général, être le référent universitaire pour accueillir des internes.
on va nommer en septembre prochain un professeur associé à l'hôpital de Dieppe, qui est un petit hôpital territorial, ce qui va me permettre d'y envoyer non seulement des internes, ce qui était déjà le cas, mais surtout des externes, pour permettre aux plus jeunes de découvrir assez vite l'exercice de la vie dans une équipe d'un hôpital de taille moyenne. Et puis l'exemple que nous on connaît bien sur Rouen, c'est celui du centre hospitalier général du Havre, qui est un gros CHG, c'est probablement le 3e de France, avec Le Mans, Metz, Orléans, enfin voilà, c'est dans le top 5 des CHG. Eh bien, nous avons depuis longtemps, enfin depuis plusieurs années maintenant, depuis une dizaine d'années, travaillé pour avoir une antenne universitaire titulaire. C'est-à-dire qu'il s'agit de PUPH, qui sont PH au centre hospitalier du Havre et PU à la faculté de Rouen. Donc ils font partie de l'équipe facultaire de Rouen, mais leur travail au quotidien s'effectue dans l'hôpital du Havre. Et ça nous a permis de développer la recherche clinique au Havre. Ça nous a permis d'envoyer beaucoup plus d'internes et d'étudiants, d'externes au Havre. On a aussi un modèle de chef de service bi-site entre le CHU et des services au Havre, de façon à aider à l'animation des équipes locales, leur redonner une dynamique qui plaît aux jeunes et qui aspire des jeunes assistants, qui aspire après des jeunes internes. Et quand on voit qu'on a un PUPH, par exemple en pédopsychiatrie, ce qui est le cas, ou en pneumologie au Havre, eh bien sûr, ils ont un poste de chef de clinique qui va avec. Donc quand ils ont repéré un interne avec qui ça marche bien, le chef de clinique, il devient chef de clinique avec lui, et puis il s'installe soit dans l'équipe du CH qui a encore de la place, soit en périphérie, donc dans la région du Havre. Et c'est comme ça qu'on arrive, avec une antenne universitaire, à dynamiser l'enseignement, la recherche et l'irrigation territoriale. Mais moi je pense, et c'était la question de Pierre Michel, je pense qu'on est beaucoup plus solide sur des gros CH comme ça, à avoir des postes titulaires, parce que c'est les gens qui se projettent dans l'avenir, qui ont du temps devant eux, qui veulent créer une équipe, que d'avoir un poste de contractuel pour 2-3 ans, dont on ne sait pas très bien ce qui deviendra après. Et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux une vraie universitarisation territoriale. Juste peut-être pour compléter sur l'universitarisation du territoire, sur l'aspect médecine de ville. Je pense, vous avez raison, ça fait longtemps qu'on dit il faut faire du lien ville-hôpital. Et finalement, on a beaucoup de mal et on est toujours quand même sur un système très hospitalo-centré. Et il y a un historique qui explique aussi cela, l'enseignement de médecine générale d'un côté, la spécialité de l'autre, etc. Il faut vraiment casser ça. Je pense qu'il faut qu'on arrive à surmonter ces querelles de clochers. Le lien, et je pense qu'au travers de la formation, au travers de la recherche, que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, on peut créer ce lien. Actuellement, je discute beaucoup avec une médecin généraliste qui travaille dans un centre de santé et qui dit, et je pense à juste titre, que le centre de santé, c'est un modèle qui attire beaucoup les jeunes professionnels aujourd'hui. C'est un travail d'équipe pluriprofessionnelle, salarié, où on se démet des tâches administratives. Et je pense que c'est un modèle qui permet aussi probablement d'imaginer de renforcer le lien entre la ville et l'hôpital. Et qu'on peut imaginer avoir certains professionnels qui puissent avoir un peu de temps partagé. Ça peut aussi intéresser les hospitaliers que de diversifier un tout petit peu leur activité. Moi, je connais aujourd'hui beaucoup de praticiens, plus les praticiens hospitaliers peut-être que les hospitaliers universitaires, qui expriment un peu de lassitude. On voit monter la demande de temps partiel aujourd'hui, actuellement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de faire un peu autre chose. Et je pense qu'on serait bien inspiré de répondre à cette demande, non pas en laissant individuellement les gens diversifier leur activité, mais plutôt en l'organisant, et par exemple en l'organisant avec la médecine de ville, autour d'un projet de recherche par exemple, ou d'autres, ou pour organiser tout simplement le soin, le parcours de soins. Donc je pense qu'il y a des barrières qu'il faut faire tomber, et je pense qu'on est sur le point. Je pense qu'actuellement la situation nous oblige, les difficultés d'offre de soins en ville particulièrement, nous obligent aussi, je pense, à faire tomber ces barrières. Oui, je vais passer la parole à Frédéric Boiron, le DG de Lille, qui va nous donner une illustration. En fait, les modèles, ils existent. Je trouve que la question, c'est comment tirer les conséquences, à un moment donné, de ces exigences multiples et croissantes qui pèsent sur le CHU. Voilà.
vous l'avez dit, à la fois sur une recherche qui est plus élitiste qu'elle ne l'a jamais été, et d'autre part sur une attente territoriale qui est sans précédent. Et le CHU, dans sa ville siège, il a aussi une demande de soins qui est très forte. À un moment donné, si on veut que le CHU réponde à ces différentes injonctions, il faut en tirer les conséquences. Et encore, je mets de côté le sujet de l'innovation des territoires, du lien avec les startups, qui est aussi une attente nouvelle de l'État, et c'est tout à fait justifié. Voilà. En effet, il faut arriver à accepter. On est capable, les modèles existent, il y a des exemples concrets, mais il faut en tirer les conséquences et nous donner les moyens de déployer tout ça. Frédéric, peut-être sur le... Oui, merci. Juste en 3 mots, une illustration concrète, un des projets qui existe, mais le projet Pluton, qui est en fait une universitarisation menée par la faculté et le CHU à Lille, dans le Nord, avec les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques, et pour lequel on a obtenu la création même d'un emploi hospitalo-universitaire. C'est rarissime, hein. En fait, ce sont des transferts à l'échelle nationale, mais donc un poste de PUPH pour le coordonner, et les postes qui vont avec, pour organiser l'universitarisation, mais conduite par la faculté et le CHU, dans le territoire, en psychiatrie, dans une spécialité. Et fidéliser ainsi, organiser le programme de recherche, fidéliser les postes d'internes qui étaient un petit peu difficiles en territoire, etc. Donc c'est vraiment une démarche menée par la faculté et le CHU. Il ne s'agit pas de dire on va créer des CHU à l'extérieur, ça c'est une chimère, mais organisée avec les hôpitaux psy et les hôpitaux généraux, sous l'égide de la faculté et du CHU pour obtenir aussi des créations ou les emplois nécessaires pour coordonner l'ensemble. Et de la même façon, j'ai en face de moi la directrice générale du CHU de Rennes qui fait des choses de grande qualité sur toute la Bretagne. Moi, j'ai exercé à Brest, avant c'était le cas. Donc vraiment, les exemples existent. Simplement, puisque les missions s'élargissent, qu'est-ce qu'on fait pour que ce CHU de demain il soit bien au rendez-vous sans affaiblir la question de sa présence en termes de recherche, avec le lien entre la clinique et le transnational qui est un autre sujet quand même et qui nécessite d'autres types de compétences. On va peut-être arrêter parce que je crois que l'horaire est passé.